Dans ma précédente vidéo, je me suis appuyée sur la ville de Water Seven dans One Piece pour vous parler de la ville de Venise. Je voulais continuer sur One Piece parce que ce manga regorge de thématiques géographiques passionnantes. Donc après vous avoir expliqué le risque inondation avec Water Seven, je vais vous parler de la géopolitique de l'eau grâce à Alabasta. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le manga le plus vendu au monde, je vous fais un récap. One Piece est un manga shonen créé par Eiichiro Oda dans lequel on suit les aventures de Monkey D. Luffy. L'histoire se déroule dans un monde fictif à la géographie dominée par les océans. Avec son équipage de pirates, appelé l'équipage de Chapeau de Paille, Luffy parcourt Grand Line à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de One Piece. De nombreuses îles parsèment cette mer avec des environnements très différents. Le royaume d'Alabasta qui va nous intéresser aujourd'hui est un royaume situé dans une île désertique appelée Sandy Island. Il est inspiré de l'Égypte antique, vous allez très vite le comprendre. 97% de la surface de l'Égypte est constituée de désert et on retrouve cet environnement désertique tout le long de l'histoire à Alabasta. L'architecture des bâtiments des vieilles villes est similaire. Le casino de la ville de Rainbase ressemble à une pyramide. Les rayures vertes et jaunes sont une référence au Némès, l'un des attributs des pharaons d'Égypte et des divinités égyptiennes. Chacun des deux gardes royaux ont, grâce à leurs fruits du démon respectifs, la capacité de prendre une apparence proche de dieu égyptien. Par exemple, Pelle ressemble au dieu du soleil Ré, et Chacal, lui, ressemble au dieu des morts Anubis. Mais surtout, dans le manga, un fleuve dont toute la société dépend, nommé Sandora, traverse l'île, comme le Nil traverse l'Égypte. L'enjeu principal de l'aventure que l'on suit dans ce pays tourne donc autour de cette ressource primordiale qui est l'eau. Or, le Nil est également un enjeu de taille pour l'Égypte. Il s'agit donc de mesurer l'importance de l'eau dans un milieu désertique et les problématiques géopolitiques qui en découlent. Vous savez que j'adore faire des cartes, du coup je vous en ai fait une évidemment pour le Nil. Dans notre imaginaire, le Nil est fortement lié à l'Égypte. Il est vrai que le fleuve se jette dans la Méditerranée via un delta et qui traverse tout le pays. Pourtant, le Nil naît à Khartoum au Soudan, de la confluence du Nil bleu, qui prend sa source dans les hauts plateaux d'Éthiopie, et du Nil blanc, qui provient des hautes terres d'Afrique centrale en passant par le lac Victoria. Avec tous les affluents de ces deux fleuves que sont le Nil blanc et le Nil bleu, 11 pays sont concernés par le bassin versant du Nil. La Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée et enfin l'Égypte. Vous voyez bien d'après la carte que l'Égypte est plutôt située en aval du Nil. Alors, pour ceux qui se souviennent plus trop de ce que c'est l'amont, ce que c'est l'aval dans un cours d'eau, je vous ai fait un super petit schéma qui va vous rappeler vos cours de CE2. Un cours d'eau part de sa source pour aller jusqu'à son embouchure, lieu où il va se déverser dans une mer ou dans un lac. L'amont est la partie d'un cours d'eau comprise entre un point d'observation et la source. L'amont, c'est donc la partie vers la montagne. L'aval, c'est la partie d'un cours d'eau comprise entre ce même point d'observation et l'embouchure. L'aval, c'est donc la partie vers la vallée. Par exemple, sur la carte, le Soudan est en aval par rapport à l'Éthiopie car il est plus proche de l'embouchure. Mais il est en amont par rapport à l'Égypte car il est plus proche de la source. Je vous disais tout à l'heure que l'Égypte est située en aval du Nil. Évidemment, vous vous doutez que ça va poser problème pour un pays qui dépend à 98% des eaux de ce fleuve, que ce soit pour son agriculture ou pour son eau potable. Pourquoi est-ce que ça pose problème ? Eh bien parce que les pays situés en amont ont plus facilement le contrôle sur la ressource en eau que les pays situés en aval, puisque l'eau du fleuve traverse d'abord les pays en amont et ensuite les pays en aval. Pour que vous compreniez mieux, il faut savoir que c'est le Nil bleu qui apporte l'essentiel du débit de l'eau, à 60% à peu près. Ensuite, c'est le Nil blanc, à 25%. Et enfin, c'est l'Atbara, à 15%. L'Atbara, c'est un affluent qui naît également en Éthiopie. Ce qui signifie que 75% du débit du Nil part de l'Éthiopie. De plus, le Nil, dont l'Égypte dépend entièrement pour sa survie, ne reçoit aucun apport d'eau
depuis son confluent avec la rivière Atbara au Soudan jusqu'à sa décharge dans la mer Méditerranée, 2600 km plus loin. Vous ajoutez à ça la variabilité des crues du Nil qui entraîne l'alternance entre période faste lorsque la crue est abondante et période difficile lorsqu'il n'y a pas ou peu de crues, vous commencez à comprendre pourquoi l'Égypte est assez tendue lorsqu'il s'agit de ressources en eau et ce depuis des millénaires. Un ancien poème égyptien dit « Nil, 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 fleuve impétueux et tumultueux, tu es comme notre reine, la source de la vie. » Mais laissons de côté Astérix Mission Cléopâtre et revenons à One Piece. Dans le manga, le manque de ressources en eau crée une tension qui conduit certains habitants à se révolter contre le pouvoir en place. D'autant plus que les ressources en eau sont essentielles à la fois pour la production hydroélectrique, pour l'agriculture irriguée, mais aussi pour la consommation domestique. Les scientifiques ont proposé récemment le concept de nexus, pour souligner le lien entre eau, énergie et alimentation. Il faut de l'eau pour produire de l'énergie et pour faire pousser la nourriture. Mais il faut aussi de l'énergie pour rendre l'eau disponible pour la consommation urbaine et pour la production agricole. Et cette production agricole a un impact important sur les ressources en eau, par la pollution qu'elle engendre par exemple. Et elle peut servir, dans certains cas, à produire de l'énergie. On peut penser aux biocarburants. Le concept de nexus nous rappelle que ces trois éléments doivent être pensés de concert, surtout dans une perspective géopolitique. La sécurité hydrique ne peut se comprendre qu'en lien avec la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique. Dans One Piece, les villes de Yuba et Elmar étaient des oasis prospères, permettant une production agricole importante destinée à nourrir le royaume d'Alabasta. Mais la disparition de la pluie entraîne la désertification des villes, l'assèchement des cultures et la famine des habitants. Pour comprendre les problèmes qui entourent l'utilisation de l'eau en Égypte, il faut avoir à l'esprit un ensemble de paramètres tous interdépendants. La croissance démographique d'abord. Il faut garder en tête que l'Égypte est passée de 20 millions d'habitants en 1952 à plus de 102 millions d'habitants en 2022, dont la majorité habite aux abords du Nil. Le pays veut pouvoir donc permettre une consommation domestique en eau pour tous. En plus, la surface agricole utile, c'est-à-dire les territoires destinés à la production agricole, ne représentent déjà que 5% du territoire, mais avec la croissance démographique, les surfaces habitées empiètent de plus en plus sur les terres agricoles. Il faut ajouter à ça le fait que 100% des surfaces cultivées le sont uniquement par irrigation. Et puis enfin, troisième paramètre, l'industrialisation du pays. L'Égypte est le seul pays industrialisé du bassin du Nil et a donc des besoins d'eau pour son industrie. Le problème est que ces industries polluent l'eau avec le rejet de leurs déchets industriels. Attention cependant, lorsque l'on parle de ressources en eau, le point important n'est pas tant le volume brut disponible, mais la capacité à mobiliser la ressource, à l'amener là où on en a besoin, quand on en a besoin. Des pays désertiques avec des ressources très faibles comme le Koweït ou l'Arabie Saoudite n'ont aucun problème pour satisfaire les besoins de leur population, en grande partie grâce au dessalement d'eau de mer. Il y a même des pays comme les Émirats Arabes Unis qui eux carrément se sont dit « Il ne pleut pas dans mon pays, qu'à cela ne tienne, je m'en vais faire moi-même de la pluie ». Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent des drones pour envoyer des décharges électriques dans les nuages, ou alors ils envoient du sodium, de l'iode et du dioxyde de carbone pour créer de la pluie artificielle. C'est un petit peu des ouf, quoi. Voilà. Ça fait un peu penser à Nami quand elle utilise son bâton climatique et qu'elle arrive à créer des nuages et des éclairs dans le ciel pour pouvoir attaquer ses adversaires. Enfin bref. En revanche, il y a des pays très arrosés, comme la République démocratique du Congo, qui connaissent fréquemment des épidémies liées au manque d'accès à l'eau potable. Donc en fait, lier le volume disponible et l'idée d'une crise de l'eau n'a pas de sens si on ne prend pas en compte la capacité d'adaptation des pays en lien avec leur niveau de développement. En fait, le point important du point de vue géopolitique, c'est la capacité à sécuriser la ressource pour faire face à des pénuries. C'est pourquoi l'axe narratif de One Piece sur Alabasta est intéressant. C'est un bon exemple d'hydropolitique. Cela signifie que l'eau est utilisée comme instrument pour affirmer un pouvoir politique. Or, dans One Piece, deux personnalités politiques détenant le pouvoir ont la possibilité de donner un accès à l'eau. Cobra, qui est le roi d'Alabasta, lui, c'est le mec gentil, à l'écoute de son peuple et tout et tout. Et puis il y a Crocodile, lui, c'est le mec méchant, ça se voit direct à sa tronche. En plus, il a le fruit du démon du sable, ça donne un petit peu une idée du gars.
Crocodile, en fait, c'est un capitaine corsaire, c'est-à-dire que c'est un pirate qui a passé un pacte avec le gouvernement mondial et son armée, qu'on appelle la marine, et qui a donc l'impunité. Le gars peut faire ce qu'il veut. Bon, le truc c'est comment ils peuvent donner un accès à l'eau douce dans cette île désertique. En fait, il existe ce qu'on appelle le dancing powder. C'est une poudre qui permet de faire pleuvoir et donc d'approvisionner la zone où il pleut en eau. Mais, sinon c'est trop facile, cette dancing powder n'est pas utilisée par le roi Cobra parce qu'en fait elle a un effet pervers. Si on l'utilise dans une région pour créer de la ressource en eau, ça va assécher simultanément les régions environnantes, comme si la poudre s'accaparait les ressources hydrauliques voisines. Ça entraîne une inégalité d'accès à l'eau. Bon, évidemment, le truc c'est que même si Cobra refuse d'utiliser cette technique parce que c'est le mec trop gentil, tout ça, c'est pas le cas évidemment de Crocodile, qui lui utilise la dancing powder afin d'assouvir ses ambitions politiques. Cette problématique est similaire à celle que connaissent les pays qui se partagent le Nil. Pour avoir un meilleur accès à l'eau, les États construisent des infrastructures permettant de conserver l'eau. Généralement, les barrages sont privilégiés car ils permettent à la fois de constituer un réservoir en cas de sécheresse, de régulariser le cours du fleuve, mais également de contribuer au développement économique grâce à l'hydroélectricité. Mais si le barrage permet un meilleur accès à l'eau dans un territoire précis, cela signifie qu'il en retire dans d'autres territoires, tout comme le dancing powder assèche les régions environnantes. Maîtriser les ressources en eau demande une expertise technique, des capacités financières et enfin des soutiens politiques, c'est-à-dire des relais au niveau national qui poussent à la valorisation des ressources en eau. Cela permet à un pays de devenir une puissance hydro-hégémonique. Une puissance hydro-hégémonique, c'est un État qui possède suffisamment de pouvoir au sein d'un bassin versant pour assurer la direction du contrôle des ressources en eau et agir ainsi comme un leader vis-à-vis des autres pays riverains du bassin. Il peut donc menacer un autre État de sanctions économiques pour empêcher la construction d'ouvrages hydrauliques ou au contraire rechercher à établir pacifiquement un consensus en sa faveur dans les instances de gestion internationale. L'Égypte a fait le choix de devenir une puissance hydro-hégémonique pour deux raisons principales. D'abord parce qu'elle a une situation particulièrement dépendante du Nil, et puis parce que c'est le pays le plus développé du bassin du Nil. L'Égypte a donc négocié, sinon imposé, des traités qui lui étaient favorables dans le partage des eaux du fleuve. En 1959, un traité est signé par l'Égypte et le Soudan. Les autres fleuves en amont sont encore sous domination britannique, donc ils n'ont pas vraiment leur mot à dire. Ce traité partage le débit du fleuve en donnant 55,5 km3 à l'Égypte et seulement 18,5 km3 au Soudan. Il autorise aussi la construction du haut barrage d'Assouan, qui est d'une longueur de 3800 mètres et d'une hauteur de 111 mètres. Ce barrage produit 10% de l'électricité du pays et permet la création d'un lac artificiel qu'on appelle le lac Nasser. Plus tard, en 1997, l'Égypte lance le projet Nouvelle-Vallée, ou projet Toshka. C'est un système de canaux destiné à détourner les eaux du lac Nasser vers des régions désertiques, pour augmenter de 6 à 35% la superficie des terres arables, c'est-à-dire des terres prêtes à être cultivées. Ce projet cherche aussi à désengorger la vallée du Nil qui est très peuplée, mais globalement c'est un échec, même s'il est intéressant de noter que pour ce projet, l'Égypte n'a pas du tout consulté les pays riverains du Nil. Donc en fait, en accroissant sa consommation d'eau du Nil, l'Égypte compte sur le fait accompli pour de futures négociations. Ce caractère unilatéral de l'Égypte attise la colère des autres pays du bassin, tout autant sinon plus que l'enjeu strictement hydraulique. L'Éthiopie, par exemple, n'est pas directement désavantagée par l'irrigation de la vallée de Toshka, mais elle désapprouve la politique hydraulique égyptienne car cela exclut de fait l'agriculture irriguée en Éthiopie. Les recherches récentes ont montré que si on se bat pour l'eau, on se bat aussi avec l'eau, c'est-à-dire en utilisant l'eau comme prétexte pour réaliser d'autres objectifs. Dans One Piece, Crocodile détient le monopole de la ressource en eau grâce à la Dance Powder, mais en fait cela sert d'autres intérêts pour lui. En réalité, il cherche à prendre le pouvoir à Alabasta uniquement pour accéder à des informations qui lui permettront de trouver l'endroit où se cache l'arme antique Pluton. L'Éthiopie, quant à elle, essaie depuis les années 90 de se présenter en rival de l'Égypte et mène donc une politique de contre-hégémonie grâce à deux stratégies politiques. Sa première stratégie consiste à passer des alliances avec des États qui, comme la Tanzanie, veulent aussi remettre en cause l'accord, le fameux traité de 1959.
Les discours des dirigeants éthiopiens d'ailleurs prônent l'égalité de tous les pays au sein du bassin du Nil face à l'Égypte, qui affirme ses droits historiques acquis pendant la période coloniale. La deuxième stratégie de l'Éthiopie consiste à utiliser sa position en amont pour construire des barrages hydroélectriques sur le Nil bleu. Le barrage dit Grande Renaissance Dam, construit en 2022, situé juste avant la frontière avec le Soudan, est le symbole de cette politique. D'une capacité qui est à peu près de 80 km3, il est capable de retenir l'équivalent d'une crue du Nil. Sa construction a été entreprise sans l'accord de l'Égypte, qui n'a pas pu arrêter le projet, qui a été contrainte de signer en 2015 une déclaration de principe avec l'Éthiopie et le Soudan en vue de la gestion du barrage. Cet accord, il garantit à l'Égypte que le remplissage du barrage se fera sans dommage pour elle, mais il abandonne clairement la prétention égyptienne à ses fameux droits historiques sur la source du Nil. C'est donc une victoire pour la politique de contre-hégémonie éthiopienne. Pourtant, l'Égypte a tenté de déstabiliser l'Éthiopie pour qu'elle ne réussisse pas sa politique de contre-hégémonie. De 1998 à 2000, une guerre éclate entre l'Éthiopie et l'Érythrée lorsque cette dernière tente d'envahir l'Éthiopie. Or, durant le conflit, ce sont les Égyptiens qui ont fourni une partie des armes utilisées par l'Érythrée. Plus récemment, depuis 2020, un conflit a éclaté dans la région du Tigré au nord de l'Éthiopie, à la frontière avec l'Érythrée. Le Front de libération des peuples du Tigré est accusé par le pouvoir central d'avoir attaqué l'armée fédérale. En 2022, Amnesty International rapporte des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans ce conflit de la part des deux camps. Mais ce qui semble exaspérer le plus une partie de la population éthiopienne, c'est la présence d'espions égyptiens soutenant les rebelles. Alors là, évidemment, comment on peut pas faire le lien avec l'intrigue de One Piece ? Dans le manga, Crocodile convoite le royaume d'Alabasta, qui est gouverné par Nefertari Cobra. Il fonde une organisation criminelle qui est nommée Baroque Works dans le but de semer le chaos à Alabasta. Des membres de cette organisation infiltrent l'armée rebelle qui s'est créée à la suite des sécheresses répétées, qui sont dues, les sécheresses, je rappelle, à Crocodile lui-même, et cette organisation infiltre aussi l'armée royale. Son but, donc à Crocodile, c'est que l'armée rebelle et l'armée royale se battent pour déstabiliser encore plus le pouvoir du roi. Bon, je vous ai parlé des conflits qui existent dans la vallée du Nil autour de la ressource en eau, mais j'aimerais quand même terminer sur une note positive. Même en cas de pénurie et de forte pression sur la ressource, les conflits ne sont pas toujours inévitables. Des chercheurs de l'université de l'Oregon aux États-Unis ont compilé toutes les interactions entre États autour des ressources en eau depuis 70 ans, et ils ont montré que la coopération l'emportait très largement et que ce qu'on appelle les guerres de l'eau étaient en fait très minoritaires. Ils n'ont repéré que 4 actions militaires liées directement ou indirectement aux questions de l'eau, alors que plus de 2000 accords de coopération sur les ressources en eau ont été signés sur la même période. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ce sujet vous a intéressé, je vous mets en description les ouvrages sur lesquels je me suis appuyée pour réaliser cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des remarques en commentaire, à me poser des questions ou à me proposer éventuellement des sujets que vous aimeriez voir traités avec un regard géographique. À bientôt!